Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue ce soir pour cette conférence concernant le projet des citoyens et des hirondelles, un projet qui vise à mobiliser les habitants et les habitantes, notamment de Gujan pour ce soir, pour mieux connaître et protéger les hirondelles de la ville. Donc je me présente, je m'appelle Mathieu Sagnier, je vais coordonner avec ma collègue Lucie que je vous présenterai tout à l'heure, enfin qui se présentera tout à l'heure, ce projet sur la commune de Gujan. Et donc nous allons découper cette soirée que nous allons passer ensemble en deux parties principalement. Une première partie où il sera question des hirondelles, de manière à vous permettre de mieux les reconnaître, tout simplement, de mieux les connaître et les reconnaître. Et dans une deuxième partie, nous verrons comment nous pouvons ensemble nous mobiliser pour réaliser un inventaire qui soit le plus exhaustif possible des hirondelles de la commune de Gujan et voir du coup comment est-ce que cette enquête peut servir après concrètement dans la protection des hirondelles. Donc, au cours de cette soirée, vous n'aurez pas accès au micro, donc vous ne pourrez pas poser des questions directement de vive voix. Mais normalement, il y a quelque part dans votre écran, normalement c'est en haut à droite, mais c'est peut-être en bas chez vous, un volet qui s'appelle questions et réponses. Donc vous avez la possibilité à cet endroit d'écrire des questions. Donc posez-les quand vous voulez s'il y a quelque chose qui vous interpelle. Et du coup, Lucie pourra y répondre, soit vous répondre directement, et éventuellement, sinon, m'interrompre pour que je puisse y répondre. On consacrera également un moment à la fin de la conférence pour répondre à toutes les questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre avant. Mais en tout cas, voilà, à tout moment, n'hésitez pas. Donc, je vais mettre Lucie à l'écran. Lucie, tu peux allumer ton micro et te présenter. Attention, attention. Normalement, ça devrait marcher. Te voilà à l'écran. Bonjour à tous, du coup, je m'appelle Lucie Fuentes, je suis la collègue de Mathieu et je m'occupe dans cette enquête hirondelle sur tout ce qui est animation grand public et aussi auprès des scolaires, donc sur la construction essentiellement des nids à hirondelles qu'on pourra vous présenter aussi par la suite. Par rapport du coup aux questions, ça nous intéresse de savoir d'où vous venez. Donc n'hésitez pas à nous inscrire du coup votre localisation, s'il vous plaît, dans le chat. Vous m'avez entendu? Mathieu, ça a entendu? Parce que moi, ça a coupé l'image. Alors, l'image, effectivement, a coupé, mais le son, non. Donc, Ok. je ne pense pas. Au cas où, effectivement, n'hésitez pas à inscrire dans le chat. Alors, on va faire un exemple. Voilà, ça nous intéresse de savoir d'où vous venez. Donc, quelle est votre commune d'origine? Voilà, qu'on sache si vous êtes des habitants, des habitantes de Gujan ou pas, hein, puisque c'est également ouvert à toute personne extérieure. Hop là, c'est ici. Je viens d'envoyer aussi un message. Alors, peut-être que vous ne voyez pas où se trouve cette conversation. Donc, vous avez un petit onglet normalement en haut hein, pour la conversation. Vous pouvez écrire à l'intérieur. Donc, je vous laisse trouver ça. Lucie pourra donc consulter vos localisations à cet endroit-là. Voilà. Alors, du coup, eh bien, ce que je vous propose, ça va être de démarrer. Alors, Lucie, est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien mon diaporama? Oui, c'est bon. Très bien. Donc voilà une hirondelle en train de chasser un moustique. Donc nous allons introduire par une petite présentation de l'association. Donc l'ALPO est une association loi 1901 agréée au titre de la protection de l'environnement et qui s'articule principalement autour de 3 grandes missions qui sont connaître, faire connaître et protéger la nature.
Donc la nature, c'est-à-dire les espèces évidemment, mais également les espaces dans lesquels ils vivent, et faire connaître par la sensibilisation et l'encouragement des différents publics dans cette connaissance et cette protection. Donc à travers un projet comme des citoyens et des hirondelles, eh bien, on va essayer d'être un petit peu à l'articulation de ces trois grands axes, puisque on ne va pas simplement aller connaître la biodiversité seul, mais avec vous, et voir comment cette connaissance acquise peut servir après concrètement dans la protection. Donc ce projet de mobilisation citoyenne vise donc à vous impliquer en tant que citoyen d'une commune dans la protection de la biodiversité. Donc cette année, nous allons développer trois grands axes sur la commune de Gujan, avec en premier lieu l'un des principaux axes, c'est l'enquête hirondelle, ou comment participer près de chez soi à la connaissance. Donc l'idée, ça va vraiment être d'acquérir un socle de connaissances qui n'est pas totalement inexistant aujourd'hui, mais qui est très parcellaire et qui n'est pas du tout exhaustif. Donc nous, on va viser l'exhaustivité. En parallèle de quoi, Lucie va intervenir dans les établissements scolaires pour fabriquer des nids artificiels. Donc l'idée, ça va être d'impliquer le jeune public directement dans la protection, puisque ces nids ne vont pas être faits simplement dans un but décoratif, mais bien pour servir aux hirondelles. Et dans un troisième temps, nous allons accompagner un groupe de citoyens qui sera constitué des citoyens, des citoyennes de tous âges les plus motivés sur la commune, dont vous ferez éventuellement partie. Et l'idée, ça va être de vous impliquer dans l'action, c'est-à-dire décortiquer ensemble les résultats de l'enquête et déterminer où, comment, avec qui, trouver les bons endroits, prendre contact avec les propriétaires pour installer concrètement les nids qui auront été fabriqués par le jeune public. Donc on s'attend à la fabrication d'une 50aine de nids artificiels, donc qui devront être posés avant la fin de l'année pour la saison de reproduction de l'année prochaine. Et comme on le verra, on ne peut pas mettre des nids d'hirondelles n'importe où, puisqu'on a sinon de grandes chances d'aboutir à un échec. Donc il va falloir mener une réflexion sur les bons endroits. Et donc cette réflexion, plutôt que de la faire nous, eh bien, on propose qu'elle soit menée directement par les habitants de la commune, avec notre accompagnement. Mais tout d'abord, commençons par une première partie sur la vie et l'œuvre des hirondelles. Alors je commence par ce petit schéma que vous connaissez peut-être, que je trouve assez amusant, et qui illustre de manière un petit peu fausse, mais peu importe, l'évolution de l'homme à travers les âges, avec eh bien l'acquisition d'une position érigée sur ses deux pieds bien droits, et puis progressivement l'homme qui se rabaisse et se finit complètement accroupi devant son ordinateur. Donc on a une espèce de schéma temporel à travers ce dessin, avec une époque lointaine complètement à gauche et puis une époque récente à droite. Et si par-dessus ce schéma, on mettait par exemple celui-ci, qui présente l'évolution des populations d'hirondelles rustiques, mais seulement depuis que nous avons des chiffres. Donc cette courbe-là, qui montre donc en gros une régression des populations d'hirondelles rustiques, elle est issue d'un programme qui s'appelle le STOC, qui signifie Suivi temporel des oiseaux communs, qui est coordonné par le Muséum de Paris et la LPO, et qui implique un grand nombre de bénévoles à travers tout le territoire français, qui va compter les oiseaux communs plusieurs fois, 2 ou 3 fois dans le printemps, et cela donc depuis 1989. Donc c'est un protocole standardisé, très scientifique, qui permet pour chaque espèce d'oiseau commun d'avoir une courbe. Et lorsque vous entendez dans les médias parler de la disparition des oiseaux, eh bien le plus souvent, ces médias font référence aux résultats de ce programme de sciences participatives. Seulement, il n'existe que depuis 1989, donc c'est le début de la courbe. Et donc, on voit que la courbe diminue un petit peu à l'image de la hauteur de la tête de l'homme en dessous. Si on essayait d'imaginer ce qu'il y avait avant 1989, vous pourriez d'ailleurs, ça serait très intéressant si vous aviez la curiosité d'interroger les personnes les plus âgées de la commune, vos grands-parents, vos parents, et voilà, interrogez-les sur leurs souvenirs des hirondelles dans leur jeunesse, et vous serez peut-être très surpris de leurs témoignages qui font
état de nuages de plusieurs centaines ou milliers d'hirondelles dans les villages. Hein. C'était quelque chose qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Donc ça, c'était peut-être au début du siècle dernier, mais qu'en était-il encore avant? Eh bien, on pourrait peut-être imaginer que ça donnerait une courbe comme ça, et qui donc se superpose un petit peu à la courbe de l'homme. Et en fait, on a une étape probablement décisive dans l'histoire de la vie des hirondelles, qui est le passage de l'homme du stade nomade, en fait du chasseur-cueilleur, à l'agriculteur, au sédentaire, parce qu'à cette époque-là, à un moment où l'homme s'est sédentarisé, eh bien, il s'est mis à fabriquer des maisons. Et on s'aperçoit, hein, quand on voyage à travers la France, que presque au moins 90 ou 95% des hirondelles fabriquent leur nid sur les habitations humaines. Donc en fait, elles ont énormément profité de l'expansion de l'homme et de sa sédentarisation. Et il est très probable qu'avant cela, les hirondelles étaient cantonnées au secteur un peu rupestre, un petit peu rocheux, donc plutôt les piémonts montagneux. Hein, et il y avait probablement très peu d'endroits en France où ces espèces étaient présentes. Donc elles ont profité vraiment de l'homme, c'est-à-dire que l'urbanisme en quelque sorte a été profitable aux hirondelles pendant un temps, jusqu'à ce que cet urbanisme devienne beaucoup trop pressant, beaucoup trop dense, et puis fasse appel aujourd'hui à des matériaux qui certes sont très profitables d'un point de vue énergétique, mais on voit bien que les bâtiments récents n'offrent plus du tout les supports, les cavités nécessaires pour une grande quantité, une grande masse de biodiversité qui normalement y est liée. Donc les hirondelles ont profité un temps de l'homme, mais aujourd'hui, voilà, la façon d'habiter de l'homme est devenue trop gourmande. Alors toutefois, hein, aujourd'hui, on trouve quand même des hirondelles partout en France. Et je vous montre ici une carte avec, dans chaque petit carré vert, des informations sur la présence d'hirondelles. Donc ça, c'est une carte qui présente l'hirondelle rustique. Je vous présenterai après quelle est cette espèce exactement. Et cette carte est issue d'un site que vous pouvez aller consulter, qui s'appelle Faune France, qui est un site de sciences participatives. Et d'ailleurs, vous pouvez très bien renseigner vos observations naturalistes sur ce site-là, que ce soit les hirondelles ou toute autre faune, pas forcément que les oiseaux d'ailleurs. Et ce sont des outils très intéressants pour la connaissance de la biodiversité aujourd'hui. Donc ça, c'est l'hirondelle rustique. Alors partout en France, oui, mais est-ce qu'on parle bien de toutes les hirondelles? Vous venez là d'en voir passer 5, qui représentent en fait les 5 espèces d'hirondelles qui sont présentes sur les territoires français. Donc on va commencer un petit portrait de famille de ces hirondelles, qui partagent toutes certains caractères. Elles ont d'une part les ailes triangulaires. La queue est fourchue également, plus ou moins selon les espèces, mais toutes ont une queue fourchue. Elles ont une tête ronde avec un bec court. Et elles font des rondes dans le ciel. Et c'est pour ça qu'on les a appelées des hirondelles. C'est ce que signifie leur nom en fait. Alors, les 5 espèces, les voici. Nous en avons une qu'on pourrait considérer comme étant la plus sauvage, qui s'appelle l'hirondelle de rocher. Elle est toute grise, on la voit à gauche posée sur une anfractuosité de falaise. Et c'est une espèce, pour le coup, qui ne s'est pas tellement adaptée ou très peu aux habitations humaines. Elle est restée cantonnée au massif rocheux. Et donc, on voit sa carte de répartition à droite. Et ce sont bien sur les massifs montagneux et tout le Piémont au sens large qu'on va rencontrer cette espèce-là. Donc, pour nous, les populations les plus proches seront celles de Dordogne et des Pyrénées-Atlantiques. La deuxième espèce, peut-être la plus discrète, s'appelle l'hirondelle de rivage. Alors celle-ci ne fabrique pas son nid à base de boue, mais elle va creuser une galerie dans des talus sablonneux, comme on le voit sur la photo. Hein, les 3 trous que vous voyez, ce sont des galeries qui donnent accès à un nid. Et donc forcément, cet oiseau va nicher sur des bords de fleuves. Donc on voit sur la carte, on devine relativement bien la Loire, l'Allier, certains fleuves comme ça. En Bretagne, elle fréquente beaucoup le littoral où elle niche directement sur les côtes rocheuses, où on a des zones sableuses entre les cailloux. Et on voit qu'en Gironde, on a très peu d'informations, en Gironde et en Aquitaine en général, où on a une espèce qui ne niche pas systématiquement, ou plutôt dans des carrières, des anciennes carrières, ou des carrières encore en activité dans certains cas, où elle va retrouver ce type de talus sableux.
Alors, qui dit sable, pour nous, fait tout de suite penser à tout le plateau landais, hein, donc on pourrait s'attendre à plus rencontrer cette espèce, mais on a des sables trop friables qui ne permettent pas vraiment le creusement de galeries, et puis en plus des sables plutôt plats, hein. On a quand même assez peu l'occasion d'avoir des talus verticaux qui pourraient être favorables à cette espèce. La troisième espèce, très jolie hirondelle, c'est l'hirondelle rousseline, qui est la plus méditerranéenne. On voit bien sur la carte, hein, elle n'est présente que sur le pourtour méditerranéen de la métropole et en Corse. Elle ressemble beaucoup à notre hirondelle rustique, mais le roux de la tête remonte autour des yeux jusqu'à la nuque. Et puis nous avons une grosse tache dans le bas du dos, dans une zone qu'on appelle le croupion, alors que l'hirondelle rustique, bien de chez nous, aurait le dos tout noir. Donc celle-ci, on aura très peu de chances de la rencontrer en Gironde ou en Aquitaine. Cela nous amène à 3 espèces, il en reste donc 2. Les 2 qui sont présentes en Gironde, l'hirondelle de fenêtre, qui est la plus citadine. On voit sur la carte qu'elle est très présente, notamment en Dordogne, sur tout le couloir de la Garonne, pas mal dans le Médoc aussi, et puis également dans les Pyrénées-Atlantiques, et puis finalement les Landes, et puis le tour du bassin d'Arcachon. C'est un secteur qui est assez peu fréquenté par cet oiseau, parce que probablement la disponibilité en boue du fait d'un terrain très sableux ne lui permet pas ou très peu de fabriquer des nids. Donc l'hirondelle de fenêtre, on la voit à gauche, elle est justement en train de collecter de la boue pour fabriquer un nid. Elle est vraiment bicolore avec un blanc très pur sur le dessous, l'entièreté du dessous jusqu'à la gorge, et puis un noir avec des reflets bleus mais pas toujours visibles sur le dessus, à l'exception d'une zone blanche sur le bas du dos. Et l'autre hirondelle beaucoup plus présente et qui elle est bien connue de Gujan, c'est l'hirondelle rustique. C'est la plus campagnarde, c'est celle que l'on va voir traditionnellement dans les granges et qui se distingue notamment avec sa gorge rouge. Donc on voit sur la carte à droite, elle est beaucoup plus présente. La nuance des couleurs que vous avez dans les différents secteurs correspond aux indices de nidification que nous avons, c'est-à-dire que lorsqu'un observateur transmet une observation d'hirondelle, eh bien, il va lui attribuer un comportement, et selon ce comportement, ça donnera un indice de nidification possible, qui donnera une pastille jaune, c'est-à-dire par exemple si l'oiseau a été vu simplement dans un secteur favorable, mais que ça s'arrête là. Et puis si jamais on observe des accouplements, si l'on observe la construction d'un nid, c'est un indice de nidification probable, et à ce moment-là, la pastille devient orange. Et lorsqu'on a un nid occupé avec des adultes qui couvent ou des jeunes dedans, à ce moment-là, on a de la nidification certaine et la pastille devient rouge. Donc espèce bien répandue quand même sur le territoire. Voilà pour les 5 espèces d'hirondelles, mais on ne peut pas parler des hirondelles sans évoquer le martinet, sans en faire tout un paragraphe, puisqu'il n'est pas concerné par le projet qui nous occupe ce soir. Mais comme il est souvent confondu avec les hirondelles, il est important d'en parler. Donc ça n'est pas une hirondelle, c'est un oiseau qui est même assez éloigné d'un point de vue génétique, il appartient à un ordre très différent. Et comme les hirondelles, ils mangent en vol, mais la ressemblance s'arrête là, parce que c'est un oiseau qui se reproduit en vol, alors que les hirondelles se reproduisent posées. Alors je ne vous dis pas les sensations, en vol, ça doit être quelque chose. C'est également un oiseau qui dort en vol. Également, il est tout noir, on le voit, à part une tache un peu plus pâle sur la gorge, mais sinon l'ensemble du plumage est vraiment très noir. Donc ça reste quand même assez différent. Et on a également des ailes vraiment en forme de faux, on dirait presque en fait un arc avec la flèche tendue au milieu, qui lui donne une silhouette quand même différente de celle d'une hirondelle. Il est également plus grand. Donc le martinet est un oiseau absolument merveilleux de par son mode de vie. Peut-être que le fait que je vous dise qu'il se reproduise en vol ou qu'il dort en vol vous interpelle beaucoup, mais le martinet est une autre histoire et nous y reviendrons peut-être à une autre occasion. Alors voilà les hirondelles qui vont nous intéresser sur Gujan, l'hirondelle de fenêtre et l'hirondelle rustique. Alors j'ai déjà évoqué la distinction entre les deux, mais c'est important d'y revenir. Donc l'hirondelle de fenêtre a la queue fourchue, mais nettement moins que l'hirondelle rustique. Et puis nous avons un dessous blanc pur chez l'hirondelle de fenêtre
qui comprend également la gorge, alors que l'hirondelle rustique a un ventre blanc qui peut parfois être quand même assez blanc, mais qui est souvent nuancé d'ocre. Et puis surtout un collier noir et une gorge rouge brique, dont la couleur ne se voit pas toujours, elle peut apparaître toute noire si c'est un peu à contre-jour. Et puis nous avons également sur l'hirondelle de fenêtre le croupion blanc, le bas du dos, qui se voit bien notamment lorsque l'hirondelle rejoint son nid, elle remonte le long du mur et à ce moment-là on voit bien son dos avec cette tache blanche, alors que l'hirondelle rustique présente un dos entièrement noir. Donc deux espèces quand même relativement faciles à distinguer. Pour ce qui concerne la ville de Gujan, il y a quand même une énorme interrogation, c'est y a-t-il des hirondelles de fenêtre nicheuses à Gujan? C'est l'une des questions qu'on se pose et on aimerait bien avoir une réponse définitive cette année grâce à l'enquête qui va être menée, puisque à l'heure actuelle, nous avons beaucoup d'informations déjà de nidification d'hirondelles rustiques, mais historiquement, nous n'avons absolument aucune preuve de nidification d'hirondelles de fenêtre. Alors il se trouve qu'elle niche et on a même une population, alors c'est pas non plus une énorme population, mais tout de même présente sur la commune du Teche. Nous avons une autre population présente en centre-ville de Mios. Nous avons également quelques cas de nidification à La Teste, mais absolument aucun connu à Gujan. Donc ça sera vraiment intéressant de scruter cette espèce pour voir à la fin de l'enquête si oui ou non elle y est présente. Alors cette hirondelle de fenêtre, c'est une espèce classique des centres-villes. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc aucun indice de nidification n'est remonté de Gujan. Donc ce serait plutôt en centre-ville si elle était présente, ce qui fait qu'on a quand même peu d'espoir de la rencontrer, mais il n'est pas exclu qu'à la faveur d'une belle année, peut-être l'an dernier, des hirondelles de fenêtre voisines viennent s'installer à Gujan. Il faut pas désespérer. Alors, comme on le disait, les hirondelles ont évolué depuis que l'homme s'est sédentarisé, elles l'ont suivi dans sa colonisation du territoire. Mais pour quelles raisons exactement? Eh bien, pour deux raisons. Tout d'abord, pour nicher, c'est-à-dire accomplir son cycle de reproduction. Donc, c'est une phase relativement courte dans l'année, en fin de compte. Et puis également pour se nourrir. Donc, pour ce qui concerne nicher, se reproduire, les deux espèces d'hirondelles ont des habitudes différentes, ce qui vont également être des indices intéressants pour nous, pour les rechercher d'une part, et éventuellement pour les identifier lorsqu'on découvrira des nids. L'hirondelle de fenêtre, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, elle fréquente souvent les avancées de toit, le dessous des avancées de toit, ou les encastrements de fenêtres également, où elle peut fabriquer des nids en colonies qui sont, lorsque les populations sont florissantes, les nids sont vraiment accolés les uns les autres. Elle est beaucoup plus sociable que sa cousine. Donc on a là sur la photo une ribambelle de nids agglutinés sous une avancée de toit, donc relativement exposée à l'extérieur, tandis que l'hirondelle rustique va privilégier l'intérieur des granges, même si ce n'est pas systématique. On sait par exemple que les porcs ostréicoles du bassin d'Arcachon sont relativement bien fréquentés par l'hirondelle rustique, et auquel cas son nid peut être installé sous les avancées des cabanes. Mais on s'aperçoit à ce moment-là qu'elle préfère quand même des supports qui soient en bois, alors que l'hirondelle de fenêtre s'installe relativement bien sur des murs crépis. Donc on a quand même des petites exigences de l'une et de l'autre qui les distinguent. Alors le nid également va être différent d'une espèce à l'autre. On voit sur la gauche un nid d'hirondelle rustique qui est un nid en coupelle, donc il est entièrement ouvert sur le dessus et en général à peu près à 5 cm sous la toiture. C'est également un nid qui est souvent fabriqué avec des boulettes de boue mélangées à de la paille ou à du foin. On le voit bien sur la photo ici. Alors que l'hirondelle de fenêtre à droite fait un nid intégralement constitué de boue, sans aucune brindille, et également un nid complètement fermé avec uniquement une petite entrée au sommet, donc une espèce d'igloo en fait inversé. Donc on a quand même une distinction comme ça assez nette. Voilà ici deux autres exemples de nids d'hirondelles rustiques, et on voit qu'à chaque fois on a bien de la paille mélangée au nid, et le nid systématiquement est ouvert sur toute sa hauteur. Et ici, deux autres exemples de nids d'hirondelles de fenêtre qui peuvent faire penser des fois à des petites ruches. Les gens des fois peuvent confondre, mais ce sont bien des nids.
fait de boulettes, collées à la toiture sur des murs crépis et avec juste une entrée qui peut se dégrader. Sur la photo de droite, on voit l'entrée qui s'est ouverte. Soit le nid s'est dégradé avec le temps, soit il peut être occupé par des moineaux aussi, ce qui peut arriver, qui peuvent agrandir l'entrée pour être plus à leur aise. Donc voilà comment distinguer relativement facilement les nids de ces deux espèces. Alors ce nid, c'est un travail colossal, il faut vraiment y penser. C'est un nid qui est fabriqué donc avec des boulettes de boue, un mélange de boue et de salive. Alors on a un témoignage très intéressant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un savant du nom de Purchon était prisonnier en Allemagne et depuis sa cellule, il avait pu espionner les allées et venues d'un couple d'hirondelles. Et il avait noté qu'il avait fallu 1100 voyages pour mener à bien ce travail. 1100 voyages, donc on voit sur la photo, en fait chaque petite rondelle, chaque petite boulette correspond à un voyage et il y a plusieurs épaisseurs de boue, donc c'est quand même un travail conséquent. Alors maintenant, en faisant un petit calcul, imaginez que le nid soit à 25 mètres de la flaque de boue où les hirondelles vont pouvoir aller chercher le matériau. 25 mètres, pour une maison à étage, c'est quasiment comme si la flaque de boue était au pied de la maison. Eh bien, le calcul est simple, ça fait 50 mètres aller-retour. Ça représente 55 km qu'il aura fallu effectuer pour fabriquer ce nid. Alors 55 km, c'est vrai que c'est peut-être pas énorme. On sait que les hirondelles font des très longs voyages, elles vont en Afrique passer l'hiver, donc 55 km, qu'est-ce que c'est? Je suis d'accord avec vous. Mais imaginez que cette flaque de boue disparaisse parce qu'on a bitumé le trottoir ou parce qu'on a urbanisé autour et qu'elle se retrouve à 500 mètres. 500 mètres, finalement, ça nous paraît quand même très peu. Eh bien, 500 mètres, ça va représenter 1100 km à parcourir. Donc, c'est plus grand que de Lille jusqu'à Perpignan pour fabriquer le nid. Donc, quand on fait ce petit calcul très simple, on s'aperçoit que tout simplement, à partir de là, il deviendra impossible pour les hirondelles de fabriquer leur nid. Comme ce sont des nids qui sont relativement résistants, ils vont pouvoir, alors c'est beaucoup de travail la première année, mais les hirondelles le réoccupent les années suivantes. Elles investissent sur du long terme. Donc tout va bien tant que le nid existe, mais naturellement il va se dégrader, il peut durer peut-être 4, 5, 6 ans, et puis il va finir par tomber. Et pendant ce temps-là, en ville, puisqu'en plus ce sont des espèces qui occupent les centres-villes, eh bien on a continué d'urbaniser à une vitesse relativement importante de nos jours. Et donc, une fois le nid détruit, la population entière d'hirondelles peut disparaître en une année si tout à coup, il n'y a pas le renouvellement possible grâce à la disponibilité en boue. Donc cette boue, c'est quelque chose d'absolument capital auquel on ne pense pas assez. Alors il se trouve que ce nid, c'est une œuvre d'art qui est protégée par la loi. Il faut savoir que même en l'absence des hirondelles, leurs nids sont protégés. Même au mois de décembre, il est absolument interdit de détruire un nid d'hirondelle. C'est inscrit dans la loi du 10 juillet 1976, donc ça date pas d'hier non plus. Et ça nous dit clairement, la destruction intentionnelle de nids d'espèces protégées est un délit réprimé du Code de l'environnement et punissable d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Je suppose que personne parmi vous connaissait cette loi. On nous dit bien que nul n'est censé ignorer la loi. Mais on sait également que même parmi les services publics, on ignore aussi cette loi, puisqu'on voit souvent des nids qui sont détruits. Donc voilà ce qu'il en coûte. Alors dans la réalité, on est bien d'accord que dans certains cas de figure, on n'a pas forcément le choix. On sait qu'on a besoin, par exemple, de faire des rénovations, notamment énergétiques, de nos bâtiments. Lorsque les nids d'hirondelles y sont présents, comment fait-on? Eh bien, il existe des solutions. Et c'est ça qui est important. Il y a des petits dossiers à remplir, il faut l'anticiper parce que ça peut prendre 2-3 mois. Mais on peut, dans certains cas, détruire des nids d'hirondelles à condition de le faire intelligemment, c'est-à-dire aux bonnes saisons, en s'étant rapproché des services de l'État qui sont habilités à répondre à ces demandes, en se faisant accompagner pour que les hirondelles, de retour de leur voyage d'Afrique vers l'Afrique, puissent retrouver des conditions favorables à leur nidification comme l'année précédente. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir et de le faire savoir également. Alors ce nid, il va évidemment servir à pondre des œufs et à élever les jeunes.
Alors ça, c'est encore un grand marathon, hein. Les kilomètres parcourus pour construire le nid ne sont que le début de l'aventure, puisque les jeunes vont être nourris au nid pendant environ 2 à 3 semaines. Alors ça va être à peu près courant mai, vers fin mai, début juin. Et il faudra les nourrir constamment. On a calculé qu'un oiseau adulte effectuait plus de 150 nourrissages par jour. Un seul oiseau adulte, donc les deux parents, c'est 300. Et cela représente à peu près 7 grammes d'insectes, qui est absolument ridicule, mais en fin de compte, qui représente quand même près de 7000 proies, ce qui est absolument colossal. Parmi ces proies, qu'est-ce qu'on va rencontrer? Eh bien, les hirondelles se nourrissent de ce qu'on appelle le plancton aérien. Elles ne chassent qu'en vol, et donc elles vont consommer quasiment exclusivement des insectes volants, et parmi lesquels notamment les moustiques. Donc on voit bien qu'on a là des animaux qui sont au plus près de nous. Elles nichent directement à proximité de nos jardins, sur nos maisons. Et ce sont des insecticides naturels. Donc on profite grâce à elles d'un service rendu gratuitement par la nature, qui est qu'on ne prend pas du tout à la mesure de ce qu'il est, quoi. On oublie complètement ces services-là, on n'arrête pas de se plaindre des moustiques, on dépense des sommes colossales pour développer des moyens de lutter contre, alors qu'on pourrait tout aussi bien essayer de favoriser des espèces qui les consomment. Alors ces 7000 proies, c'est par jour pour nourrir les jeunes. Imaginez multiplié par le nombre de nids. Quand vous avez une colonie de plusieurs couples, voire plusieurs dizaines de couples, il faut multiplier par autant. Les 7000 proies, c'est pour nourrir les jeunes, mais il faut rajouter aussi la consommation des adultes, 2 à 3000 proies par jour pour se nourrir eux-mêmes. Bref, ce sont des dizaines de milliers d'insectes volants qui sont consommés chaque jour dans notre environnement immédiat. Et donc, quand parmi eux, ce sont des moustiques, eh ben, c'est tout bénef pour nous. Alors, une fois que les jeunes ont grandi, ils ont quitté le nid, et vient l'automne. Et l'automne, on observait surtout, parce que c'est vrai que ce type d'image telle que je vous présente là, ça devient assez rare. Alors, un ami me disait hier que justement sur Gujan, il y avait eu un afflux très conséquent d'hirondelles ces derniers jours, ce qui était assez remarquable. Mais voilà, c'est un rassemblement de printemps qui concerne des migratrices et probablement que dans le tas, beaucoup n'ont pas encore achevé leur voyage et vont remonter encore dans le nord de l'Europe. Mais il peut encore arriver quand même ponctuellement d'avoir des beaux rassemblements. Eh bien, tout simplement, il y en a beaucoup en automne parce que nous avons les adultes et puis tous les jeunes qu'ils ont menés à l'envol qui les rejoignent. Et ces rassemblements sont ce qu'on appelle des rassemblements post-nuptiaux et qui préparent les grands voyages migratoires. Alors, on entend dire des fois que les hirondelles ont beaucoup disparu depuis qu'on s'est mis à enterrer des fils, les câbles électriques, etc. Alors, c'est vrai que niveau période, ça correspond. Mais il faut savoir que dans l'histoire de l'évolution des hirondelles, les lignes aériennes, c'est quand même vraiment très récent, hein, ça date d'hier. Hein. Donc, les hirondelles n'ont pas attendu les fils pour pouvoir proliférer. Et donc, elles en profitaient tant mieux, mais le fait qu'elles aient été enterrées n'est pas une cause de disparition des hirondelles, hein, pas du tout. Alors, que font-elles à ce moment-là? Où vont-elles lorsqu'elles partent en voyage? Je pense que parmi vous, tout le monde, normalement, doit à peu près avoir la réponse. Hein. On le sait bien aujourd'hui, les hirondelles partent en Afrique. Mais vu la taille de ces oiseaux, c'est quand même quelque chose qui paraissait complètement absurde et improbable il n'y a encore pas si longtemps. Et si l'on remonte au XVIIIe siècle, ce n'est donc pas très vieux, eh bien, on croyait encore que les hirondelles passaient la mauvaise saison au fond des marais, enfouies dans la vase sous l'eau, en état d'hibernation. Alors cette croyance, aujourd'hui, c'est à nous qu'elle paraît absurde, mais elle ne l'était pas tant que ça, puisqu'on avait à cette époque-là déjà à proximité de chaque village donc beaucoup de zones humides qui aujourd'hui ont disparu. Et comme on l'a sur l'image là, on a des belles roselières. Et donc dans tout village qui se respectait, on avait des belles populations d'hirondelles qui se rassemblaient, et ces rassemblements post-nuptiaux se faisaient, alors du coup il n'y avait pas de fil électrique non plus à cette époque-là, ces rassemblements se faisaient beaucoup dans les roselières, et donc le soir, juste avant la migration, les villageois voyaient s'amasser par centaines ou par milliers les hirondelles, se percher par grappes entières sur les roseaux,
Ça braillait comme ça jusqu'à tard le soir. Et puis au petit matin, quand les villageois se réveillaient, les hirondelles étaient déjà parties et donc le marais était vide. Et il leur semblait plus logique d'avoir imaginé que pendant la nuit, ces hirondelles étaient simplement descendues de leur roseau pour aller s'enfouir comme ça dans la vase. Donc cette croyance n'a plus cours, mais bon, elle est relativement jolie. Mais peut-être encore plus jolie, c'est la réalité qui dépasse la fiction. Voilà un peu plus poétiquement ce que beaucoup plus probablement les hirondelles vont faire en Afrique, c'est aller chasser les insectes parmi les girafes, les éléphants et tous les grands animaux d'Afrique. C'est quelque chose qui est assez chouette d'imaginer lorsque vous croisez une hirondelle dehors, dans votre ville, c'est de vous dire que cette hirondelle-là, cet individu-là que vous avez sous les yeux, eh bien, il y a quelques mois encore, il était peut-être au milieu de la savane, et sur son chemin, il a vu des choses qu'on verra nous-mêmes jamais. Il a peut-être traversé des villages qu'aucun occidental n'a jamais vus. Et c'est cet oiseau que vous avez sous les yeux. Et ça, quand même, ça force l'admiration. Alors, en Afrique, où vont-elles plus exactement? On ne le sait pas tout à fait. Grosso modo, disons que pour les hirondelles de France, on sait à peu près où elles vont. Les hirondelles rustiques vont plutôt dans le sud de l'Afrique de l'Ouest, tandis que les hirondelles de fenêtre vont plutôt en Afrique centrale. Mais après, on est absolument incapable de vous dire où vont les hirondelles gujanaises. On n'en a ça absolument aucune idée. Et peut-être que si on était ambitieux, on pourrait imaginer des projets dans les années à venir pour répondre à ces questions. Pourquoi pas? Et ça, peut-être que parmi vous, il y en a qui pourraient avoir des velléités d'imaginer ce genre de projet. Ça pourrait être assez chouette. Alors pour rejoindre ce qu'on appelle ces quartiers d'hivernage, les hirondelles vont avoir quand même un chemin assez complexe à parcourir qui va les amener à traverser de nombreux obstacles, à commencer par une chaîne montagneuse, les Pyrénées, qu'elles vont principalement franchir par les sommets les plus bas. Donc pour ce qui concerne nos hirondelles du bassin, ce sera principalement par les cols basques, où les sommets sont relativement aisés à franchir. Ça reste malgré tout une dépense d'énergie, c'est un secteur qui peut être parfois encombré climatiquement, et donc du retard à prendre en attendant les beaux jours pour franchir les Pyrénées, donc ça reste quand même un obstacle. Puis vient l'Espagne, et ensuite un deuxième obstacle, la Méditerranée, que les hirondelles, comme de nombreux oiseaux migrateurs, vont franchir au détroit de Gibraltar, qui est évidemment un secteur beaucoup plus favorable, qui limite les risques de traverser, de tomber en pleine mer, puisque c'est là que la mer est la plus étroite. Ces deux obstacles franchis, il va rester le principal, l'obstacle majeur, le désert du Sahara. Le désert du Sahara, c'est 2000 km de sable, avec, pour les plus chanceuses, quelques oasis où elles pourront faire halte, mais pour la plupart des oiseaux, une traversée sans pouvoir s'alimenter du tout. Alors, on a assez peu d'informations sur ce qui se passe vraiment dans le Sahara, sur la façon dont les hirondelles, dont les oiseaux en général d'ailleurs, le traversent, étant donné qu'il n'y a pas possibilité de s'arrêter manger, à moins de trouver des oasis, mais c'est quand même compliqué. On s'attendait à ce que ces oiseaux traversent les 2000 km de désert d'une seule traite. Et puis des mesures grâce à des radars en plusieurs points du désert tendent à prouver aujourd'hui que les oiseaux font des haltes en s'arrêtant, mais n'importe où, s'arrêter par terre, sur le sable directement pour se reposer et le faire 2-3 fois pour traverser l'ensemble du Sahara. Donc ça ferait quand même des étapes de 7, 8 ou 900 km, se reposer un peu et repartir ensuite. Cette traversée se fait principalement de nuit, puisque les chaleurs diurnes sont assez insupportables et imposeraient aux oiseaux de voler très haut en altitude, ce qui n'est pas toujours aisé. Mais il semblerait que les hirondelles, elles, soient parmi les rares oiseaux qui traversent, qui volent quand même 2 jours lors de leur traversée du désert du Sahara. Donc c'est vraiment un obstacle très 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 important. Et on a prouvé chez certaines espèces, alors j'ignore si c'est le cas chez les hirondelles, mais c'est probablement le cas, on a prouvé chez certaines espèces qu'elles disposaient d'un patrimoine génétique
qui les guidait dans leur parcours en leur donnant une information capitale dans le sud de l'Europe et dans le Maghreb, en leur disant « attention, obstacle majeur à venir ». Et à ce moment-là, les oiseaux s'alimentent frénétiquement. Alors, ils prennent du poids, donc ça peut représenter un handicap puisque ils vont être plus lourds pour voler. Mais en fait, c'est du carburant qu'ils emmagasinent pour garantir la traversée du désert. Et ça, même chez des jeunes de l'année qui n'ont encore jamais fait cette traversée du Sahara, on observe ce type de comportement qui donc ne relève pas de l'apprentissage, mais bien de l'inné, d'un patrimoine génétique qui est inscrit dans leur génome. Donc voilà leur quartier d'hivernage. Pour ce qui nous concerne en Aquitaine et sur Gujan, alors je vois que j'ai écrit Mios, mais c'est une erreur, je n'ai pas corrigé, mais c'est bien à Gujan. Voilà un graphique qui est issu d'un site internet qui s'appelle Faune Aquitaine, qui est un outil de sciences participatives. C'est la même chose que Faune France dont je parlais tout à l'heure, et qui permet à n'importe qui de transmettre ses observations, que ce soit les hirondelles ou autre chose. Et on peut observer, du coup, quand on transmet une observation, on va indiquer le lieu et puis on va indiquer une date. Et donc, on voit ici le nombre de données qui sont transmises par décade. Et donc, on voit que pour l'hirondelle rustique, nous avons une espèce qui va arriver, grosso modo, en Aquitaine vers début mars, avec un pic de présence vers la mi-avril. Et puis après, ça se tasse, tout simplement parce que tout le courant avril et mai, on a beaucoup d'oiseaux migrateurs qui traversent seulement l'Aquitaine et qui sont observés. Après juin, juillet, on observe les locales, donc il y en a moins, mais par contre, elles sont présentes tout l'été. Et puis après, août, septembre, octobre, on a de nouveau les migratrices du nord de l'Europe qui traversent l'Aquitaine et qui sont observées à ce moment-là. Et la migration s'achève grosso modo fin octobre. Et donc, c'est vraiment de mars à octobre la période de présence des hirondelles rustiques. On observe quand même quelques données. On voit que mi-novembre, il y avait encore 10 données. Et on voit même que fin décembre, il y avait encore 8 données d'hirondelles rustiques. En janvier, il y en a tout du long. Donc, il se trouve qu'effectivement, la totalité des hirondelles rustiques ne partent pas en Afrique. Et il est probable qu'à la faveur du changement climatique, ce soit un comportement qui s'observe de plus en plus fréquemment, avec des hirondelles qui s'épargnent les grandes traversées pour rester maintenant, se sédentariser et rester sur place. Alors le risque, c'est qu'un hiver trop froid, d'un coup, les privera de nourriture et les mènera à la mort. Mais sur du long terme, c'est le type de stratégie qui permet aux oiseaux d'évoluer et de s'adapter tout simplement aux conditions qui les entourent. Donc sur Gujan, très précisément, la première observation d'hirondelles rustiques cette année, c'était le 17 mars. Alors, on a vu qu'elles voyageaient beaucoup, ces hirondelles, qu'elles voyaient du pays, des paysages plutôt paradisiaques qu'on pourrait associer parfois à nos vacances. Est-ce que c'est vraiment une vie de vacances? Vous vous en doutez, parce que j'ai déjà donné pas mal d'informations, mais non, ce n'est pas le cas. Voilà une image ici qui vient très vite à l'esprit quand on pense à la disparition des hirondelles. C'est l'usage des produits phytosanitaires dans les cultures, qui tout simplement privent de ressources alimentaires les oiseaux insectivores. Et comme les hirondelles sont exclusivement insectivores, et bien forcément on a toujours un impact quand même important de l'agriculture conventionnelle sur ces oiseaux-là. Pour bien montrer, alors on le sait, il y a plein d'études qui sortent sur la disparition des insectes, mais la petite expérience que vous pouvez tous faire, c'est quand vous partez, vous traversez la France pour aller en vacances de l'autre côté, eh bien, même moi qui ne suis pas si vieux que ça, je me souviens encore que dans ma jeunesse, quand j'étais petit et qu'on partait en vacances en famille, on s'arrêtait une fois ou deux pour nettoyer le pare-brise qui était couvert de mouchetures d'insectes écrasés. Bon, aujourd'hui, je pense que je pourrais, sans trop prendre de risques, affirmer qu'on peut faire Lille-Perpignan, Perpignan-Lille, aller-retour en plein été, sans s'arrêter une seule fois pour laver son pare-brise. Bon, ça, clairement, c'est un indicateur qui n'est pas scientifique, mais qui est quand même hyper frappant. Alors, l'agriculture n'a pas un impact que par l'usage des produits phytosanitaires. Il y a peut-être des agriculteurs parmi vous, et je suis désolé si je donne l'impression
de m'opposer à l'agriculture, ce n'est pas le cas, mais il y a certaines formes d'agriculture qui très clairement sont néfastes à la biodiversité. Et là, ici, on a une image qui est intéressante parce qu'en fait, on voit très peu d'urbanisme. On a 2 villages qui sont à peine visibles, tout petits, et donc on pourrait très bien considérer que cet environnement est naturel. Pour autant, ces grandes parcelles agricoles sans aucune haie, sans aucun bosquet, probablement traités aussi et avec de la monoculture, sont des milieux qui sont très pauvres. Il y a une biodiversité végétale qui est très pauvre et associé à cela forcément une biodiversité animale qui l'est également. Donc ce n'est pas du tout le genre d'environnement où on s'attendrait à voir beaucoup d'hirondelles par exemple. Quand on n'est pas agriculteur mais qu'on a un jardin, on peut aussi avoir ce type de réflexion sur la ressource alimentaire. Voilà une photo qui n'est pas mon jardin mais qui aurait tout aussi bien pu l'être, parce que je m'attache à conserver dans mon espace de vie une partie pour la biodiversité. Et donc, j'ai un jardin et j'ai envie d'en profiter. Donc, il y a des espaces de ce jardin que je vais tondre et que je vais entretenir pour poser ma table, pour pouvoir circuler, etc. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de chaque centimètre carré de mon jardin? Est-ce que du coup, ça vaut le coup de tout tondre? Eh bien, la réponse pour moi est claire, c'est non. Et donc, j'ai comme sur cette photo de nombreux espaces que je laisse pousser, que je vais tondre seulement une fois dans l'année en fin de saison, pour permettre à toute la guilde des insectes de mener à bien leur cycle de reproduction. Et j'ai une grande diversité d'abeilles, et j'ai une grande diversité de papillons, et j'ai de nombreux oiseaux qui viennent nicher dans mon jardin, et que je ne vois pas ou qui ne sont pas vus dans les jardins voisins, parce que l'environnement est tondu à ras de part en part. Donc, à l'échelle d'un quartier ou d'une ville, une grande quantité de jardins entretenus avec une réflexion menée vers la biodiversité, pour la biodiversité, peut avoir des effets notables en proposant une véritable ressource alimentaire pour tous les oiseaux insectivores. Ça, c'est intéressant aussi. Donc ça, on en a parlé, hein, la grande traversée du désert du Sahara, mais pas seulement, hein, tous les grands obstacles sont des grandes sources d'épuisement. On a en plus des contraintes qui se rajoutent à ces oiseaux-là liés au changement climatique, avec des régimes de vent qui ont tendance à devenir de plus en plus forts et contraires lorsque ces oiseaux traversent ces grandes étendues. Et on a déjà observé, je ne sais plus si c'était il y a 2 ou 3 ans, il y avait eu un printemps avec très très peu d'hirondelles rustiques, et en fait, leur traversée du Sahel correspondait à des grandes tempêtes qui avaient lieu au même moment, au même endroit. Et en fait, les hirondelles n'étaient pas les seules concernées. Il y avait eu un grand retard dans le retour de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs. Donc cet épuisement est important, et donc même si elles ne nichent pas chez nous, eh bien, ces hirondelles pourraient très bien y faire halte, et la dispersion, la dissémination de nombreux espaces favorables peuvent permettre aux oiseaux de faire de nombreuses haltes pour s'alimenter et poursuivre la route. Et enfin, je ne pouvais pas ne pas parler d'un impact, pour le coup, qui est facilement imputable à l'homme, c'est la présence du chat domestique, et je précise bien sur le mot domestique, qui est tout mignon, hein, et très sincèrement, j'adore les chats, et je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas avoir de chat, qu'il faut tuer les chats, etc. Mais simplement, il faut savoir l'impact qu'ont les chats sur la biodiversité. C'est vraiment important d'être conscient de ça. On a des chiffres aujourd'hui, il y a des études qui existent. En 2003, au Royaume-Uni, une étude a montré donc que les 9 millions de chats avaient tué 57 millions de mammifères et 27 millions d'oiseaux, uniquement sur l'année 2003. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont assez colossaux. Pour ce qui concerne la France, on a des études aussi récentes. En 2018, c'est 14,2 millions de chats qui étaient présents sur le territoire français et qui ont tué environ 75 millions d'oiseaux. Donc, je ne sais pas si ce chiffre de 75 millions d'oiseaux a une quelconque résonance pour vous. Pour moi, c'est presque trop grand comme chiffre. En fait, ça devient difficile de comprendre ce que ça représente, mais c'est quand même quelque chose d'assez colossal. Et d'autant que ces 75 millions d'oiseaux ne sont pas dilués sur tout l'espace français, mais bien concentrés dans les milieux de vie, dans les espaces urbains en fait.
Donc, ça veut dire que dans les jardins, c'est là que s'opère la prédation du chat domestique et qu'on a une prédation qui est colossale. Et en fait, on est capable aujourd'hui de dire que la disparition des oiseaux communs est en partie, alors c'est pas une majorité, c'est pas une proportion colossale par rapport aux autres causes, mais c'est une partie réelle de la disparition des oiseaux, cette prédation par les chats domestiques. Donc l'idée, c'est pas de débattre là sur ce sujet-là, mais voilà, sachez en tout cas que cette prédation existe et qu'il existe des dispositifs assez simples qu'on peut mettre en place pour essayer de réduire au moins cette prédation si vous-même avez des chats qui vous ramenaient des oiseaux. Alors un autre facteur quand même important dans la disparition des hirondelles, c'est la destruction directe des nids. Ça peut paraître comme ça surprenant, d'autant que je vous ai dit au début que les nids d'hirondelles étaient protégés par la loi, mais d'une part, la plupart des citoyens l'ignorent, et d'autre part, la plupart des citoyens s'en fichent. Donc la réalité, elle est aussi là. Donc on a des retours très concrets, hein, puisque nous avons à la LPO un groupe de bénévoles qui suit les hirondelles sur la métropole de Bordeaux et sur le bassin d'Arcachon, sur certaines parties du bassin d'Arcachon, depuis plus de 10 ans, et qui constate année après année un déclin des hirondelles, et très clairement un déclin très fortement imputable à la destruction directe des nids par les habitants. Alors, pourquoi les nids sont détruits? Eh bien, la raison, la plupart du temps, enfin même dans la quasi-totalité des cas, elle est très simple. Ce sont les salissures causées par les fientes des hirondelles. Alors à cela, moi, je dis toujours, est-ce qu'il vaut mieux avoir quelques fientes d'hirondelles sur le mur ou un mur entièrement peint avec des peintures cancérigènes? La question mérite d'être posée quand même. Mais sans verser dans le débat, il existe des dispositifs très simples pour empêcher les fientes de tomber au sol, comme on le voit sur la photo, cette petite planchette qui est disposée en dessous et on voit un tas de fientes. Donc avant d'avoir un tas de fientes gros comme celui-ci, il faut quand même attendre plusieurs années. Donc on a le temps de voir venir avec une simple petite planchette disposée sous le nid. Et comme ça, on profite des bénéfices de l'hirondelle sans avoir les inconvénients. Donc la destruction des nids, voilà, un problème majeur. Et toutes ces causes que je viens d'énumérer nous amènent, pour nos deux espèces d'hirondelles de fenêtre et rustiques, à ces deux courbes qui sont issues, comme je le disais tout à l'heure, du programme STOC, le suivi temporel des oiseaux communs, et qui nous montrent que ces 10 dernières années, en France, la population d'hirondelles de fenêtre a diminué de 33%. On a un tiers des hirondelles de fenêtre qui ont disparu de France en 10 ans. Et on a 41% des hirondelles rustiques qui ont disparu également en 10 ans. Donc voilà, une diminution quand même qui peut être... enfin, je ne veux pas vous casser le moral, hein, ce n'est pas l'idée ce soir, d'autant que la suite de la présentation va être plutôt enthousiasmante, je l'espère. Mais en tout cas, il est important d'avoir cette vision-là pour aussi comprendre pourquoi est-ce qu'on a engagé ce projet des citoyens et des hirondelles. Donc, une fois qu'on a vu tout ça, on va s'interroger, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour les hirondelles? D'une manière générale, comment peut-on protéger la nature près de chez soi? Alors, protéger, c'est une chose. En général, on ne peut pas vraiment protéger quelque chose sans le connaître. Donc, les deux sont fortement articulés, parce que pareil, la connaissance, c'est une chose, mais si on ne s'en sert pas pour protéger, elle ne sert à rien. Donc, c'est ce qu'on va faire avec ce projet. Comment on va faire? Eh bien, dans un premier temps, on va mener l'enquête. Vous allez mener l'enquête. Dans un deuxième temps, on va fabriquer des nids. Et dans un troisième temps, on va installer ces nids. Cela nous amène à notre projet des citoyens et des hirondelles. Nous entamons donc notre deuxième partie de la soirée. Ce projet qui s'articule en 3 parties et donc je vais vous les présenter. Alors tout d'abord, l'enquête. Voilà comment nous avons préparé cette enquête. Eh bien, nous avons découpé la ville de Gujan-Mestras en 74 carrés de 1 km de côté. C'est ce qu'on va appeler des mailles. Et l'idée, ça va être de prospecter ces mailles. Alors ensuite, on a regardé un petit peu à quoi elles ressemblaient, ces mailles. Et on a éliminé toutes celles qui étaient en forêt, toutes celles qui étaient en zone agricole. On a également éliminé celles du camp militaire parce que les conditions d'accès ne nous permettront pas d'y aller.
Et il nous reste donc les 46 mailles qui sont en orange, qui sont celles avec du bâti, celles où il pourrait potentiellement y avoir des hirondelles, et donc les 46 mailles qu'il va falloir prospecter. Alors certaines sont très urbanisées. On en voit une à gauche, hein, on a un tissu urbain qui est quand même très dense, donc il y a un peu de boulot pour faire l'inventaire de cette maille, hein, qui fait bien 1 km de côté. Mais à l'inverse, on en a d'autres, comme celle de droite, où on n'a que très peu d'habitations à l'intérieur. Donc là, ce sera beaucoup plus rapide d'aller faire l'inventaire d'une maille comme celle qui est à droite. Donc là, voilà, on a quand même pas mal de mailles qui ressemblent à celle de droite. Hein. Sur Gujan, on a une ville qui est relativement dense sur sa partie nord, et puis quasiment pas urbanisée sur sa partie sud. Donc ça se concentre quand même beaucoup au nord. Alors une maille comme celle de gauche, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y aurait des hirondelles là-dessus? C'est très pavillonnaire, donc là, moi, techniquement, je ne m'attends pas à voir des hirondelles de fenêtre. D'une part, parce que ce n'est pas connu sur Gujan, et puis c'est plutôt une espèce qui aime bien les maisons à étage. Mais par contre, l'hirondelle rustique, si au milieu de ce tissu urbain, il reste quelques fermes, quelques granges, quelques pergolas, quelques petites avancées de toit en bois, eh bien oui, à ce moment-là, on pourra éventuellement avoir encore des hirondelles rustiques. Et l'idée, ça va être d'aller s'assurer de ça. Donc votre mission, si vous l'acceptez, quel que soit votre âge, eh bien, c'est d'être volontaire pour prospecter ces 46 mailles de la ville de Gujan. Alors c'est un protocole qui est très simple, hein, il suffit de faire le tour de la maille, et c'est quelque chose qui peut être fait tout seul, si vous êtes tout seul, qui peut être fait en famille, qui peut être fait facilement parce que si c'est près de chez vous, si on choisit une maille près de chez vous, eh bien vous y passez un peu de temps chaque soir, vous faites une rue différente, et ça permet quand même aussi de bouger. Bon, là, au point où on en est, je ne pense pas qu'on soit soumis à un confinement strict, mais même si c'était le cas, c'est un protocole qui nous permet de sortir dans son rayon de 1 km, comme par exemple l'an dernier, et on pourrait quand même prendre l'air et se faire plaisir. Donc, quelque chose de très facile et familial, et puis malgré tout scientifique. Alors, quand prospecter, quand, comment, où, etc., c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, si jamais vous levez le doigt, que vous vous manifestez auprès de moi et que vous me dites « je souhaite participer à cette enquête », on va déterminer ensemble le secteur ou les secteurs que vous souhaitez faire. Et donc, vous aurez à disposition certains outils. Donc, tout d'abord, l'outil le plus important, ce sera la carte de la maille. Donc, voilà un exemple de carte ici. Et une fois que vous avez cette carte, votre objectif sera de prospecter autant que possible chaque maille à l'intérieur de chaque maison, chaque bâtiment, chaque ferme à l'intérieur de cette maille. Et l'idée, c'est de profiter aussi de cette occasion pour créer du lien. Alors, pour la petite parenthèse, hein, c'est un protocole qu'on avait déjà déployé en 2019 sur la commune de Mios. Et l'un des retours qu'on avait eu, l'un des principaux retours même qu'on avait eu à l'issue de cette enquête en 2019, c'était que les participants avaient été super heureux d'aller voir leurs voisins, d'aller au contact des gens, de toquer à la porte, de sonner, de dire voilà, vous avez une grange, je participe à une enquête, est-ce que vous acceptez que j'aille voir? Et en fait, ça a créé énormément de liens. Les hirondelles, les gens aiment ça. Normalement, les gens sont relativement bien informés parce que la municipalité a communiqué sur ce projet. Donc, vous aurez bon accueil dans la grande majorité des cas. Et je sais que j'ai plein de gens qui m'ont dit, voilà, j'avais des voisins que je ne connaissais même pas, ça a été l'occasion de faire connaissance. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment à profiter aussi de cette occasion pour créer ce lien social qui nous manque tellement en ce moment. Alors sur ces cartes, vous aurez également d'indiquer la position de nids qui sont déjà connus. Alors ce sera une information relative, c'est des données qui sont disponibles sur les outils que j'avais, donc c'est Faune Aquitaine dont j'ai déjà parlé, où des observateurs ont pu transmettre quelquefois des nids d'hirondelles. Mais il se peut aussi que ces nids ces données que vous aurez, soient des nids qui ont 4, 5, 6, 7 ans, j'en sais rien. Je n'ai pas fait ce tri-là, je n'ai pas mis que les nids récents, j'ai mis tout le pack. Et comme ça vous permet quand même de savoir qu'à cet endroit-là, au moins à une époque, il y avait des nids, donc ça vaut le coup de s'en assurer
en contrôlant bien ces maisons-là en particulier pour voir si les nids sont toujours présents et s'ils sont occupés. Donc ça, c'est une aide à la prospection. Et l'idée, c'est de contrôler en fait si ces nids-là sont encore occupés cette année. Alors, cette carte que vous aurez avec vous, il va falloir que vous preniez des notes dessus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous aurez une maison avec des nids, peu importe le nombre de nids, eh bien, il faudra l'inscrire sur la carte et la numéroter. Et cela, même si ce sont des traces de nids qui sont détruits ou abandonnés. Ça nous intéresse aussi beaucoup. On ne va pas chercher que les nids qui sont occupés cette année, mais ça sera une information très importante de savoir, même si des nids sont détruits ou inoccupés, de savoir qu'à une époque, cet endroit était favorable à des hirondelles. Ça pourra nous aider pour la suite du projet. Donc là, par exemple, dans ma maille, j'ai trouvé 4 maisons sur lesquelles il y avait des nids. Et donc, je les ai entourées sur la carte et je les ai numérotées dans l'ordre où je les ai trouvées. Ça, c'est une première chose. Voilà un exemple là de traces de nid détruits. Sur la photo du haut, on a 2 traces de nid. Celui de gauche est plus visible, à droite, dans l'angle, là, on le voit à peine, mais on voit quand même la trace. Et puis sur la photo du bas, encore un autre exemple d'un nid détruit. Avec la carte, vous aurez cette fiche que l'on va appeler la fiche site. Donc ce qu'on appelle un site, c'est un bâtiment. Donc ça va être une maison, ça va être une grange, ça va être une pergola, enfin ça va être un bâtiment. Un bâtiment, c'est un site. Donc c'est ce que vous aurez entouré en fait sur votre carte. Donc dessus, dans notre exemple précédent, on avait donc entouré 4 maisons. Donc là, il faudra remplir 4 fiches, une fiche par maison. Et dessus, on va pouvoir renseigner l'espèce concernée, de quelle espèce il s'agit, quelle est celle qui niche sur ce bâtiment. On va pouvoir noter le nombre de nids et leur état. Donc combien de nids sont occupés, combien de nids sont en construction, combien de nids sont occupés par une autre espèce, comme ça peut arriver. Combien sont vides et combien sont détruits ou abîmés. On n'oubliera pas sur cette fiche de mettre le numéro de la maille pour pouvoir bien savoir de quelle maille on parle et le numéro du site qui correspond au numéro que vous aurez mis sur votre carte. Vous aurez également un encart qui vous permet de mettre des remarques, toute remarque qui vous semblera bonne à prendre. Et voilà, donc à chaque fois que vous avez une maison avec des nids, vous avez une fiche site qui devra être remplie. Alors, idéalement, il faudra réaliser 2 passages sur l'ensemble de votre maille. Donc, vous voyez que la maille qui était très urbanisée, il va falloir y passer 2 fois pour chaque maison. Donc, il y a quand même un petit peu de boulot, mais bon, c'est loin d'être impossible. Le premier passage, on va l'imaginer, on va dire de mi-mai, on peut commencer même un peu avant si on veut. On va dire de début mai jusqu'à mi-juin. Et le deuxième passage de mi-juin jusqu'à mi-juillet. Alors, quel est l'intérêt de faire 2 passages? Eh bien, le premier passage, il va falloir qu'il soit le plus méticuleux possible pour vraiment trouver les nids. Même rentrer dans les granges quand vous avez l'accord des propriétaires, même si vous ne voyez pas d'hirondelles tourner autour, voilà, pour bien contrôler qu'il n'y ait pas de nid ou qu'il y en ait. Et il se trouve qu'à ce premier passage, on n'est pas à l'abri qu'il y ait certaines hirondelles qui ne soient pas encore rentrées de leur migration. Donc le deuxième passage va permettre de s'assurer que tous les nids que vous avez trouvés au premier passage sont bien occupés ou sont réellement inoccupés si ça semblait le cas au premier passage. Parce que si vous trouvez un nid vide fin mai, si ça se trouve, il y aura des hirondelles dedans fin juin. Et donc il est important d'avoir ces 2 passages pour pouvoir le constater. Donc voilà l'essentiel en fait des outils, c'est très simple, la carte et les fiches sites qui vont être à remettre à la mairie une fois que l'enquête sera terminée. Vous déposerez tout ça, donc il faudra s'assurer que tout est bien rempli. Moi, je récupérerai le tout et ça me permettra de faire un bilan cartographié de cette enquête-là. Alors, tout ce que je viens de vous décrire est expliqué encore plus précisément dans le manuel du détective hirondelle qui normalement, alors si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça sera le cas là rapidement dans les jours qui viennent, doit être en téléchargement sur le site de la mairie de Gujan et puis normalement aussi sur le site de la LPO.
Donc, dans ce manuel, vous retrouvez tout le protocole pour bien savoir comment on fait pour mener à bien cette enquête. Donc, ça reprend tout ce que je viens de dire, mais encore plus précisément. Et ça répond également à une petite foire aux questions. Qu'est-ce qui se passe si vous voyez des hirondelles en vol? Qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes pas sûr de vous, etc. Donc voilà, vous avez tout ça à disposition pour mener l'enquête ensemble et scientifiquement. Et puis évidemment, je resterai à disposition pour vous accompagner si jamais vous avez le moindre doute. Alors, j'espère que cette partie vous a enthousiasmé et vous vous êtes dit « je veux à tout prix participer à cette enquête sur ma commune ». Donc, vous avez jusqu'à fin mai pour vous inscrire auprès de moi. Alors, vous inscrire, c'est un bien grand mot. Disons, vous manifester auprès de moi à l'adresse mail qui est affichée, donc vous avez le temps de la noter. Et donc, j'aurai besoin des informations suivantes, vos noms et prénoms, une adresse postale, et puis de toute façon, vous prendrez contact avec moi par mail, donc j'aurai votre mail pour pouvoir échanger. Alors, pourquoi l'adresse postale? Tout simplement parce que ça va me permettre de vous proposer des mailles dans les secteurs directement autour de chez vous. C'est l'idée. Ce sera plus simple si on fait comme ça. Ce sera renseigné dans un tableau Excel qui me sert pour ce projet et ça ne sortira jamais de ce tableau Excel si jamais c'était une crainte que vous pouviez avoir. Donc cette adresse postale, elle ne sert vraiment qu'à me permettre de vous proposer les mailles les plus proches de chez vous. Donc, en fait, vous pouvez, si vous êtes intéressé, même sans attendre, dès la fin de cette conférence, vous branchez sur votre boîte mail et vous m'envoyez un petit message. Et comme ça, au moins, vous rentrez dans la boucle et on pourra après échanger sur l'attribution des mailles. Donc voilà pour l'enquête. Le deuxième volet de ce projet, c'est les ateliers nichoirs. Donc Lucie mènera auprès des scolaires. Donc, ces ateliers sont prévus. Alors, on va essayer de faire au mieux, mais c'est vrai qu'avec la situation sanitaire, c'est quand même très compliqué d'intervenir auprès des scolaires. Donc, on verra. Mais l'idée, en tout cas de base, c'est de réaliser ces 7 ateliers auprès de 7 classes différentes. Plutôt les jeunes, parce que bon, on sait que ça amuse tout le monde de fabriquer des nids, mais bon, on avait quand même envie de se rapprocher du jeune public pour les impliquer dans ce projet. Donc voilà, à peu près une 50aine de nids. Là, on a en photo l'atelier, un des ateliers qui avait déjà été mené sur Mios, puisqu'on mène le même projet en parallèle sur la ville de Mios. Alors, cette 50aine de nids, c'est une bonne chose, hein, mais où est-ce qu'ils seront installés? Eh bien, c'est là où on en arrive au 3e volet du projet, le groupe Hirondelle. Alors, il faut savoir, je ne l'ai pas précisé, mais c'est très important de le savoir, les hirondelles sont des oiseaux qui sont un petit peu pénibles parce qu'ils ne nous facilitent pas la tâche pour les protéger. Ce que je veux dire par là, c'est que si je mets un nichoir à mésanges dans mon jardin, j'ai quand même de très grandes chances d'avoir rapidement un couple de mésanges qui s'installe. Parce que les mésanges, il y en a un petit peu partout et elles découvrent assez facilement des nouveaux abris, elles voyagent beaucoup, etc. Les hirondelles, elles sont beaucoup plus exigeantes, elles sont fidèles à leur lieu de naissance et lorsqu'elles ont niché à leur nid. Donc un couple qui a son nid, idéalement chaque année, elle revient dans son même nid et elle n'y déroge pas. Un hirondo qui vient de naître, l'année suivante, va revenir et va chercher à nicher à proximité de là où elle est née. Donc ça veut dire qu'un endroit où il n'y a pas d'hirondelle, ou pire, un endroit où il n'y a plus d'hirondelles, c'est-à-dire qu'on a fait disparaître une population, eh bien c'est toute une mémoire, c'est un patrimoine culturel chez l'hirondelle qui a disparu avec, c'est la mémoire d'un lieu qui a disparu avec, et il devient alors extrêmement compliqué, si ce n'est impossible, de faire revenir des hirondelles à cet endroit-là. À la lueur de cette connaissance-là, on se dit qu'il est urgent de protéger ce qui existe encore chez ces oiseaux-là, parce que la disparition progressive des populations est quasiment irréversible. Alors je maintiens le quasiment parce que ce n'est pas irréversible. On a de nombreux témoignages dans plein d'endroits de France où on a des programmes ambitieux qui ont été menés et qui ont permis de restaurer des populations d'hirondelles. Donc c'est loin d'être perdu. Mais en tout cas, l'idée, c'est de ne pas installer ces 50 nichoirs artificiels n'importe où.
Donc ce groupe hirondelle qu'on va animer, l'idée c'est de rassembler un groupe d'habitants parmi vous, parmi vos voisins, parmi les personnes de la commune qui seront les plus intéressées. Et c'est de se réunir. Alors on envisage 3 réunions, 3 rendez-vous échelonnés de l'été à l'automne. Et l'idée c'est de mener ensemble une réflexion pour atteindre comme objectif final d'identifier les meilleurs lieux sur la commune pour installer les nids et les mettre en place. Donc ce sont les nids qui seront construits par les jeunes. Donc on a quand même une dimension vachement sympa, un peu sociale à travers ce projet que je trouve vraiment séduisante. Et donc ensemble, on décortiquera les résultats de l'enquête, on identifiera les lieux favorables. Ce sera à vous, puisque vous êtes les habitants de la ville, de prendre contact avec les propriétaires, obtenir leur accord, installer les nids, et on aura atteint le terme de ce projet. Si ce groupe fonctionne, si ça prend et si ça fonctionne, je trouverais super chouette que ce groupe acquiert une autonomie qui vous amène, à partir de 2022, à poursuivre ce projet en organisant la suite de l'enquête et notamment le suivi des nids qui auront été installés. La LPO ne sera plus présente, ou peut-être en appui technique, on pourra être là, mais là, en tout cas, ce projet aura pris fin. Et l'idée, c'est voilà, de voir si on ne peut pas créer une dynamique au sein de la commune en faveur de ces oiseaux-là. Et l'idée, c'est donc bien de se réunir ensemble pour agir pour la biodiversité. Donc connaître, faire connaître et protéger la nature, c'est maintenant à vous de jouer. Si vous souhaitez participer à l'enquête, rejoindre le groupe Hirondelle de Gujan ou les deux, eh bien donc vous pouvez vous manifester auprès de moi à l'adresse que j'affiche à nouveau, encore une fois, avec les informations nécessaires. Merci à vous de votre attention et je termine sur cette petite présentation des mots-clés qui viennent à l'esprit avec les hirondelles. Mathieu, le temps que ça s'affiche, du coup, j'ai une question en commentaire qui peut intéresser tout le monde. La question, c'est, lors de l'enquête sur une maille urbanisée, doit-on faire du porte-à-porte pour se renseigner s'il y a des hirondelles dans chaque maison? Alors, je vais remettre ma tête. Voilà. Donc, on a vu les hirondelles. Donc, hirondelles de fenêtre, elles vont nicher sous les avancées de toiture. Et ce sont des nids qui, principalement, ou même quasi exclusivement, doivent être visibles depuis l'espace public. Par rapport au lieu de vie de cette espèce, il ne faut pas chercher. Si ce n'est pas visible depuis l'espace public, il y a quand même peu de chances qu'il y en ait. Pour ce qui est de l'hirondelle rustique, ça paraît, c'est impossible de faire du porte-à-porte. Hein. L'idée n'est pas vraiment d'aller voir chacun de vos voisins. Sur les mailles très urbanisées, ce sera beaucoup trop ambitieux, beaucoup trop de travail. Par contre, maintenant que vous voyez un petit peu mieux à quoi ressemblent les lieux de vie de ces hirondelles, donc pour l'hirondelle rustique, ça va être des bâtiments en bois, des vieilles granges, pas forcément vieilles d'ailleurs, des granges, des avancées de toit un peu significatives. Parfois, c'est pas forcément, ça peut être une petite pergola, ça peut être un petit auvent qui peut être sur les devants des portes, un auvent large ou quoi. Si vous voyez qu'une maison dispose de ce type d'infrastructure et que c'est en bois, alors à ce moment-là, vous pouvez éventuellement essayer de prendre contact avec les propriétaires. Mais tout ce qui va être maison pavillonnaire, par exemple, un peu classique, un peu moderne, là, on est à peu près sûr qu'il n'y aura pas d'hirondelles. Donc, ce n'est pas la peine d'espérer de sonner, de toquer pour voir. Et après, fiez-vous aussi au balai des hirondelles que vous observerez. Parce qu'il y a quand même si je disais qu'il était possible que les hirondelles ne soient pas encore toutes arrivées, lors du premier passage, la majorité, malgré tout, sera quand même là. Donc, le balai des hirondelles sera un indice fort de présence. Si vous en voyez qui tournent en rond, que vous voyez autour de vous, vous savez qu'elles sont quelque part dans le quartier. Et alors là, il faut essayer de dégoter les nids en observant les comportements et en allant toquer chez les gens. Qui seront, ce sera peut-être pas chez eux, mais peut-être qu'ils connaîtront le voisin qui les héberge.
Donc ce sera aussi l'occasion de leur expliquer que les hirondelles sont des auxiliaires très importants dans la lutte contre les moustiques. La plupart du temps, les gens sont contents de les avoir, hein, donc ils ne font rien de particulier. Mais ça peut valoir le coup si jamais vous découvrez par le hasard que ces personnes-là ont l'ambition de faire des travaux. Eh bien, à ce moment-là, c'est de les informer du fait qu'il faut qu'ils soient vigilants à conserver les nids et qu'ils se rapprochent à ce moment-là de la LPO, pas forcément, mais ça peut être de la LPO ou de la municipalité pour mener à bien des travaux sans préjudice pour les hirondelles. Donc cibler plutôt les habitats favorables, mais pas du porte-à-porte, parce que là, ça va être impossible. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour le moment, non. J'avais juste moi une petite précision du coup, en attendant que si les questions viennent, pour les animations. On a prévu également de faire 2 animations grand public sur la commune de Gujan. La première aurait dû avoir lieu pendant le confinement d'avril. Donc 2 dates vous seront proposées de nouveau. Une sur la reconnaissance des hirondelles présentes sur la commune et une autre sur la construction de nids d'hirondelles que vous pouvez faire aussi en famille. Ces nids-là, vous ne les garderez pas. Ils serviront du coup pour l'enquête, qui seront installés où il y a présence d'hirondelles et pour essayer d'augmenter les colonies où elles sont déjà existantes. Donc, vous ne pourrez pas repartir avec votre nichoir et en plus, il y a un temps de séchage qui est assez important, donc on ne pourra pas vous laisser le matériel. Voilà pour les animations. Est-ce que tu as les dates de ces animations? Elles ne sont pas encore calées, on doit revoir justement pour les recaler avec le service en question. Donc ça, on aura l'information sur le site de la LPO et probablement aussi sur le site de la mairie. Oui, ça devrait arriver la semaine prochaine, hein, les dates, on va pas, voilà, on est en discussion pour le moment, donc on attend le retour de vacances de tout le monde pour caler les dates. Ok. Ce que je n'ai pas précisé au début, mais c'est important de le dire, vous voyez derrière moi, alors c'est de quel côté? Ah oui, mais si je mets mon doigt, vous ne le voyez pas. Donc il y a plusieurs logos qui apparaissent, hein. Donc ce projet, il est soutenu en grande partie par la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre d'un projet d'appel à mobilisation citoyenne et également par le département de la Gironde. Et donc les 2 municipalités de Mios et de Gujan-Mestras nous accompagnent également. Donc ce sont les 2 villes sur lesquelles on mène parallèlement ce projet. Donc la ville de Gujan-Mestras est impliquée aussi. On les a rencontrés plusieurs fois et on travaille aussi avec eux par ailleurs sur d'autres projets en lien avec les hirondelles et les martinets, mais qui sont en parallèle de ce projet dont on vous a parlé ce soir. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Il y a une dernière question. C'est par rapport au bruit, surtout le soir. Est-ce que la musique, par exemple, peut déranger les hirondelles pour leur venue? Alors, ça dépend quel type de bruit. Après, ça reste des espèces qui ont évolué avec la proximité de l'homme. Donc, ce ne sont quand même pas les plus sensibles au bruit. Pour autant, il y a certains événements, notamment les événements estivaux, avec des feux d'artifice, avec des concerts, etc. On n'a pas de retour d'études précis qui permettent de nous apporter des informations rigoureuses là-dessus. On a quand même des cas de figure où ça ne les empêche pas de nicher à proximité. Donc non, a priori, le bruit ne doit pas être trop handicapant. C'est réellement une nuisance sonore. Il y a beaucoup d'oiseaux qui sont impactés par les nuisances sonores, notamment en ville, pour plein de raisons. Mais bon, a priori, les hirondelles sont quand même des espèces qui vivent avec ça et qui y sont habituées. Ma foi, si vous n'avez plus de questions, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup à vous de votre participation. Et donc, j'espère à très vite par mail pour les échanges, pour la distribution des mailles. Et puis, on vous tiendra informé au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête, de comment on avance et comment les nids sont construits. Et je pense que la mairie communiquera aussi dessus pour qu'on mène ce projet le mieux possible.
Excellente soirée à vous et très bonne fin de soirée.